Thank you, Mr. Chairman. Suivant les recommandations excellentes de notre présidente, je m'exprimerai donc en français. Et je sais que vous disposez d'excellentes interprètes et du texte en anglais de mon papier. Je tenais tout d'abord à vous dire que j'étais bien sûr très honoré de pouvoir participer aux travaux de la 21e session de l'Académie pontificale pour un sujet aussi sensible que celui du retour dans leur pays des personnes victimes de la traite des êtres humains, que j'aborderai sous l'angle de la législation française. Vous le savez, de nombreux rapports publics ou privés montrent une augmentation inquiétante de ce phénomène criminel. Les Nations Unies évoquent chaque jour près de 21 millions de personnes, principalement des femmes, et un quart d'enfants qui sont victimes de ces formes d'exploitation. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'exploitation des plus vulnérables est devenue une affaire très lucrative. L'Organisation internationale du travail estimait l'an dernier les profits de l'ensemble de la traite sur notre planète à 150 milliards de dollars. Les chiffres que M. Sachs nous a donnés tout à l'heure montrent que nous sommes sans doute très en dessous de ce chiffre déjà inquiétant. Cette menace s'étend au point de faire du trafic des êtres humains aujourd'hui l'une des trois sources les plus importantes de profits criminels, avec le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Les organisations internationales ont d'ailleurs relevé ces dernières années que cette tendance n'avait fait qu'augmenter depuis l'adoption de la Convention fondatrice des Nations Unies en 1949. La Convention du Conseil de l'Europe de Varsovie en 2005 avait pourtant initié un processus de contrôle de la légalité des migrations de personnes, d'identification des victimes et du respect du droit de ces personnes. Force est pourtant de constater que le développement de ce crime motivé essentiellement par l'appât du gain tiré de la marchandisation du corps humain est bien plus rapide que celui de la transposition effective des normes légales internationales dans les législations nationales. Ces évolutions sont examinées notamment par la fondation que j'ai l'honneur de présider, la fondation CEL, qui depuis 20 ans dispose d'une base documentaire et d'un observatoire sur un marché criminel qui se dissimule la plupart du temps sous les apparences d'une banale activité économique. Depuis ces 20 dernières années, et nos travaux le montrent, le trafic des êtres humains accélère ses développements sous l'impulsion d'une mondialisation sans frein et d'une recherche cynique de profit à tout prix. Cela est hélas confirmé en France, et notamment depuis la mise en place d'une coordination nationale en 2013. Je voudrais simplement vous présenter les difficultés particulières que rencontre notre pays dans ce combat à la lumière de trois écueils principaux. Le premier de ces écueils, peut-être le plus important, tient à l'indifférence de l'opinion publique qui sous-estime ou qui ignore l'ampleur et la réalité de ce phénomène. Le deuxième écueil est inhérent aux difficultés de la lutte contre une criminalité transnationale organisée en termes de pratiques complexes d'entraide répressive et du coût des moyens de procédure nécessaires. Enfin, le troisième écueil vient de ce que la plupart des victimes de ces trafics le sont également du fait de leur législation nationale, comme auteurs d'infractions aux lois de l'immigration. Nous devons garder à l'esprit, à chaque fois qu'il est question de traite des êtres humains, que l'une des conséquences évidentes de la mondialisation est le risque croissant de conflits entre deux types de politiques publiques. La première qui donne priorité naturellement au combat contre l'exploitation des êtres humains et qui donc demande qu'on aide et qu'on assiste les victimes, et d'autre part celle qui consiste à vouloir contrôler les flux migratoires. Ces deux politiques sont également légitimes. En raison de l'augmentation d'un nombre indéterminé de personnes concernées, librement ou non, par ces trafics, compte tenu du coût considérable de l'assistance qui leur est nécessaire dans le pays d'accueil, souvent plusieurs années, et ce sont des victimes en profonde détresse physique, psychologique et économique, la tentation est alors forte de choisir une autre voie, par exemple en préférant le recours au rapatriement dans le pays d'origine plutôt qu'un suivi dans le pays d'accueil. La loi française en matière d'immigration s'efforce évidemment de réussir cette délicate coordination entre le droit des victimes et le droit des personnes migrantes.
La difficulté dans mon pays est encore accrue parce que la grande majorité de ces victimes sont d'origine étrangère et en général en situation irrégulière. À ce jour, d'ailleurs, c'est un code particulier qui prévoit les droits qui peuvent bénéficier aux étrangers et aux demandeurs d'asile. Il faut constater que ces textes, très nombreux, ont peu d'impact sur la situation des personnes victimes de la traite des êtres humains. Pourtant, comme dans d'autres pays, de nombreuses dispositions ont été introduites dans la loi française, une première notamment qui permet l'attribution d'un permis de séjour provisoire sous condition de dépôt d'une plainte contre le trafiquant. Dès lors que ce trafiquant est condamné définitivement, un permis de séjour peut être délivré à la victime. La seconde disposition légale donne pouvoir au préfet de délivrer un permis de séjour pour des raisons purement humanitaires. Malheureusement, tant est grande la vulnérabilité de ces victimes, tant est longue l'attente de la condamnation définitive, en moyenne 3 ans dans mon pays, que cela compromet la délivrance effective de ces permis et par voie de conséquence les chances de réintégration de ces victimes. Nous avons un office en France chargé de l'immigration et de l'intégration qui est chargé d'aider les personnes en situation de fragilité qui sont étrangères en finançant notamment le coût des billets de retour. Il est même prévu d'accorder une prime au retour d'environ 250 € par enfant et de 500 € par adulte hors de l'Union européenne, et même d'aller jusqu'à 7 000 € de prime lorsqu'un projet de réinsertion existe. Mais il faut le dire encore, cette possibilité offerte par le Code français reste parfaitement virtuelle dans le cas des victimes de la traite des êtres humains. Pour mieux comprendre cette lacune, il faut en venir à présent à ce qu'est la réalité du trafic des êtres humains dans mon pays aujourd'hui. Selon toujours l'Organisation internationale du travail, qui est précieuse par ses renseignements, la France comptait en 2014 près de 270 000 victimes recensées des différentes formes de traite des êtres humains, dont 40 000 pour la seule exploitation sexuelle. Ces victimes venaient d'à peu près tous les coins de la planète, notamment l'Europe de l'Est, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Brésil et la Chine. 90% des victimes d'exploitation sexuelle sont étrangères, 85% sont des femmes, parmi lesquelles nous dénombrons, dans mon pays, plus de 6 000 enfants victimes d'exploitation sexuelle. Ce sont ces victimes-là qui posent le plus de problèmes en matière de rapatriement, en raison de la nature même de cette exploitation, qui est liée directement à l'extrême violence du crime organisé, leur vulnérabilité massive et surtout les profits considérables générés à peu de risques pour les trafiquants. La question du devenir de ces victimes, une fois qu'elles ont été identifiées, est posée dans mon pays avec une acuité particulière. Il faut bien admettre que nous sommes confrontés à un dilemme permanent. Mon gouvernement, par exemple, place la lutte contre l'immigration clandestine au rang des priorités de sa politique, particulièrement en matière électorale, ce qui, dans mon pays, est à peu près permanent. Néanmoins, il ne peut ignorer les dangers auxquels les victimes de ce trafic sont exposées en cas de rapatriement. Pays de destination et de transit principalement, la France est naturellement confrontée à la question de ce rapatriement. 3 paramètres principaux peuvent donner une idée de la spécificité de ce problème en France. Premier paramètre, la lenteur et la complexité des enquêtes. Je l'ai dit, 3 ans en moyenne avant que les auteurs puissent être jugés, ce qui induit des coûts d'assistance aux victimes exorbitants. Deuxièmement, les questions d'hébergement et d'intégration sont compliquées en raison des menaces très concrètes que font poser les réseaux criminels sur les personnes qu'ils ont trafiquées. Et troisièmement, ces personnes ont été pour la plupart vendues par leur pays d'origine, principalement par des proches, ce qui rend leur retour chez eux encore plus problématique. Pourtant, l'article 7 et l'article 8 du protocole des Nations Unies sur le trafic des personnes nous encouragent à prendre des mesures pour favoriser le rapatriement, nous encouragent encore à nous assurer par priorité à la sécurité dans un cadre juridique compatible dans les 2 pays, la France et le pays d'origine. Dans tous les cas, nous dit-on, la priorité doit être donnée au caractère volontaire de ce rapatriement. Pour nous résumer, la question du rapatriement en France est rendue plus difficile en ce que cette politique, qualitativement et quantitativement, est confrontée sans cesse au désir légitime de mieux contrôler l'immigration légale et illégale. Vous comprendrez aisément que dans un pays comme le mien, qui a 12 millions de personnes migrantes recensées,
avec environ 200 000 immigrants illégaux, 3 000 enfants mineurs non accompagnés, pris en charge par notre aide sociale, quelques douzaines de victimes recensées en matière de trafic des êtres humains, pèsent d'un faible poids. Le contraste est fort, en effet, entre le nombre de reconduites à la frontière, le rapatriement classique, 27 000 ont été ordonnés en 2013, même si le chiffre a baissé l'année dernière, 210 000 permis de séjour ont été accordés, 52 000 demandes d'asile ont été présentées, quelques dizaines de personnes seulement font partie du système des victimes de la traite des êtres humains. Alors quels sont en réalité les objectifs que notre loi met en place pour tenter de lutter contre ce décalage? La France, comme tous les autres pays, se veut respectueuse de ses engagements européens et internationaux. Elle a donc l'obligation, notamment, d'appliquer la directive européenne 2011 décidée par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Les différentes organisations publiques et privées en France, spécialisées, ont identifié assez simplement 5 sujets qui sont incontournables si l'on veut faire progresser l'assistance à ces personnes et favoriser leur rapatriement. La première question, bien sûr, c'est celle de la santé. La seconde, c'est celle du logement. La troisième, c'est celle de l'éducation. La quatrième, celle de la recherche d'emploi. Et la cinquième, ce sont les problèmes propres même aux conditions du rapatriement. Nous savons tous par expérience que le processus de réintégration, qui est le but ultime de ces politiques, ne commence que lorsque la personne concernée décide de retourner vivre dans son pays d'origine. Le problème, c'est qu'en matière de trafic des êtres humains, cette notion de retour au pays repose sur l'idée de pouvoir renouer des liens sociaux dans le pays d'origine. Mais le fait de revenir dans son pays, dans ces conditions, peut souvent être aussi difficile, sinon davantage, que le fait de la quitter la première fois, si l'on garde à l'esprit la rupture profonde des liens sociaux et économiques qui sont la conséquence de l'immigration initiale. Les ONG qui travaillent en France avec les victimes de la traite observent d'ailleurs que la majorité des femmes qui sont identifiées choisissent de rester dans le pays d'accueil en dépit des difficultés socio-économiques qu'elles y rencontrent. On peut y voir un lien avec leur désir de parvenir quand même à une indépendance économique, de pouvoir subvenir quand même aux besoins de leur famille, autant que le souhait de faire que leur migration ait un caractère positif. Mais surtout, en matière de traite des êtres humains, cela est relié à la peur compréhensible de représailles, compte tenu du rôle joué par le crime organisé dans le trafic et dans la raison du fait que ce sont souvent leurs proches qui ont joué un rôle dans leur parcours d'exploitation. À chaque fois qu'un rapatriement est demandé ou accepté, ce qui est l'hypothèse la plus rare, la principale motivation de ces femmes voulant retrouver leur pays d'origine est en fait en rapport naturellement avec leurs liens familiaux lorsque leurs compagnons ou leurs enfants sont restés au pays. Ce point très important n'a pas échappé aux trafiquants, qui ont compris comment cela peut être observé dans la plupart des affaires que nous connaissons, près de 400 par an, qu'un enfant né en France pouvait être littéralement kidnappé et ramené par leurs soins dans le pays d'origine afin d'exercer une forte pression sur les mères qui, elles, restent sur notre territoire. Cela nous montre à nouveau à quel point les politiques de rapatriement sont toujours confrontées au dilemme entre la protection des victimes et la lutte contre l'immigration illégale. En outre, alors que la perception de la réalité de ce trafic dans mon pays est relativement récente, à peine 10 années, la question de l'immigration, elle, suscite en France de féroces débats politiques et sociaux depuis plus de 40 ans. L'opinion publique dans mon pays ne paraît pas encore prête, sans doute en raison de l'absence de toute campagne de sensibilisation, à adhérer aux politiques de longue haleine destinées à aider des étrangers, la plupart du temps non coopératifs bien sûr, avec les services d'enquête, et encore perçus plutôt comme des criminels que comme des victimes. Derrière cette prudence mise dans le développement de moyens significatifs pour les aider, on peut aussi déceler la peur de voir ce système d'assistance détourné par les trafiquants, qui sont capables, bien sûr, de rédiger de faux documents pour pouvoir bénéficier indûment de ces aides, tout en persévérant dans l'exploitation de leurs victimes. De fait, les réseaux criminels que nous connaissons en France ont l'habitude, dans de nombreux cas, d'établir de fausses demandes d'asile stéréotypées pour procurer à leurs victimes des titres de séjour réguliers provisoires, facilitant ainsi le trafic pendant que dure l'examen de ces demandes.
Le profil classique, si j'ose dire, de ces victimes sur notre territoire montre à nouveau que les trafiquants ont une excellente connaissance de notre législation et surtout de son application et savent parfaitement choisir entre deux situations contradictoires. Il y en a deux. La première qui concerne les immigrants illégaux qui rentrent dans notre pays par voie aérienne et qui consiste à ne pas présenter de documents à jour ou réguliers, mais une demande d'asile stéréotypée qui leur donne 6 mois pendant lesquels ils peuvent continuer à être exploités avant d'être reconduits. La seconde situation concerne les immigrants en situation régulière qui sont temporairement ou en apparence munis de papiers et de contrats de travail et seront exploités jusqu'à l'expiration de leur visa ou de leur contrat. Je précise que nous avons pu établir que le coût de ces documents est d'environ 60 000 €, ce qui est une somme considérable qui est en fait impossible à rembourser par les victimes et contraint de plus belle nos victimes à accepter, si l'on peut dire, d'être exploitées et à ne pas saisir les opportunités de rapatriement. Mais n'oublions jamais que, qu'ils réussissent ou non, le rapatriement ne marquera jamais la fin de leur histoire, mais plutôt un recommencement. Ce qui les attendra chez eux, c'est une situation économique et sociale qui sera la même que celle qui avait motivé leur départ, parfois même qui aura empiré et qui constituera autant d'obstacles à une réintégration et donc à une meilleure vie nouvelle. Il existe donc un risque sérieux de deuxième, voire de troisième trafic qui augmente en fonction de cet environnement. Naturellement, ce sera un point clé lorsque nous aurons à conduire des expériences d'accords bilatéraux, et nous allons le voir dans un instant, avec des pays d'origine comme la Roumanie, la Bosnie ou la Bulgarie. Un mot à présent des dispositions légales françaises qui sont au service de cette lutte conjointe entre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. Nous avons fait évoluer depuis 2011, depuis la directive européenne, notre législation en la matière et une loi du 5 août 2013 a transposé complètement la disposition de la Convention de Varsovie à l'image de ce que nous a excellemment présenté notre collègue britannique, notamment en incriminant les crimes de servitude et d'esclavage. Un plan national a également été adopté pour la période 2014-2016 avec 3 priorités principales: l'identification des victimes, la poursuite, le démantèlement des réseaux criminels et la mise en place d'une politique globale. 23 mesures même ont été prévues, mais il faut bien dire que ce plan ne dit en l'état rien des politiques de rapatriement. Ce rapatriement est donc toujours assuré dans mon pays par une douzaine d'organisations non gouvernementales spécialisées qui sont en relation avec leurs homologues dans les pays concernés, là où elles existent. Notons cependant que depuis 2013 existe, sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations, un nouveau projet, CARE, en français Approche coordonnée pour la réinsertion des victimes de la traite, qui s'efforce à partir de 5 pays, l'Autriche, l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, à organiser de manière coordonnée le retour des victimes de la traite dans ces 5 pays vers leur pays d'origine. Il comprend un mécanisme de coordination qui inclut l'organisation d'activités avant le départ et un suivi de ces personnes 12 mois après leur retour dans le pays d'origine. Ainsi, au moins sur le papier, quand les personnes trafiquées décident de retourner dans leur pays, une aide peut leur être accordée qui comprend des mesures, notamment socio-économiques et psychologiques, voire un hébergement temporaire. Le projet doit concerner en fait 130 victimes, dont une dizaine de mineurs. Vous rapprocherez ces chiffres des milliers de personnes qui sont concernées par les phénomènes de la traite. Seuls y sont éligibles, naturellement, les victimes de trafic ayant exprimé le souhait d'un retour volontaire dans un pays tiers à l'Union européenne. Notre ministre de la Justice a envoyé en janvier 2015 aux préfets et aux procureurs une circulaire pour leur demander de mieux calibrer leurs réponses à l'échelle et à la nouveauté de ces problèmes. On a ainsi demandé aux 36 procureurs généraux, aux 180 procureurs de la République, de se mobiliser autour des 4 mêmes thèmes qui font le cœur de nos débats: désigner une coopération internationale plus efficace, choisir des juridictions spécialisées pour enquêter et juger ces affaires, saisir et confisquer les produits de la traite, procurer une aide effective aux victimes. Là encore, rien n'est dit encore des problèmes spécifiques au rapatriement. Pour objectiver ce constat, nous disposons d'un certain nombre d'évaluations.
La plus récente a été menée par les experts du Conseil de l'Europe, le GRETA, et qui, en 2012, a montré, à partir de la réalité du terrain, le chemin qui reste à accomplir pour aboutir à une application effective de ces excellentes mesures. Les experts indépendants n'ont pas manqué d'observer que seul un petit nombre de victimes bénéficiaient de ces dispositions et nous ont adressé trois recommandations significatives. D'abord, en nous demandant de créer un système de rapatriement spécifique pour l'ensemble des victimes de la traite, avec pour objectif principal d'empêcher de nouveaux exploitations pour les mêmes victimes. On nous demande encore de nous attaquer au risque d'une nouvelle exploitation des mineurs, qui sont plus particulièrement l'objet des trafics dans mon pays. Enfin, on nous demande de nous atteler, et vous le comprendrez, à une meilleure coopération avec les pays où reviennent les victimes. Je vais vous donner, par souci d'être optimiste, toujours dans un combat aussi difficile, 3 exemples qui vous montreront que si la question est complexe, elle n'est pas impossible dès lors que l'on quitte le registre des bonnes intentions pour se pencher sur la réalité des situations et leur traitement effectif. 3 exemples concrets qui nous permettent de montrer le chemin que mon pays est en train d'essayer de suivre pour être plus efficace dans la lutte contre ce fléau. En raison de la présence à Paris notamment, depuis le début des années 2000, de centaines de mineurs se livrant à la mendicité, au vol à la tire, à la prostitution, la France s'est engagée, de gré ou de force, dans une politique innovante de coopération avec les autorités des pays d'origine de ces mineurs, après avoir constaté l'inefficacité des mesures traditionnelles protectrices pour les mineurs en danger que nous mettons en place depuis 1945. Un premier accord a été conclu entre la France et la Roumanie, et de manière bilatérale, naturellement, en 2002, qui prévoyait tout un ensemble de mesures permettant le rapatriement en Roumanie et le combat contre les réseaux criminels. Un deuxième accord a même été conclu en 2007, après avoir constaté que seulement 50 personnes avaient pu bénéficier de ce résultat. Ce système reposait, là encore, sur un système de primes, et nous donnions 300 € par enfant rapatrié, ce qui a conduit à une coopération certes plus intense, mais a montré à partir de 2012 qu'il fallait cesser ce système qui en fait alimentait le trafic plutôt qu'il ne le combattait. Et donc depuis 2012, nous avons abandonné le système des primes pour le remplacer par un guide des bonnes pratiques entre les pays concernés. Et nous avons actuellement un système entre la France, la Roumanie et l'Allemagne qui paraît donner satisfaction. Un deuxième accord de cette nature a été conclu en 2003 et en 2006 avec la Bosnie, pays lui aussi qui nous adresse un nombre considérable de victimes et qui a permis dans les premières années de sauver littéralement de l'exploitation sexuelle 24 personnes. Depuis lors, la coopération avec les autorités judiciaires, sociales, administratives et politiques s'est développée dans le cadre de l'intégration européenne. Enfin, un accord entre la France et la Bulgarie a été conclu récemment dans le même esprit. Au début de 2015, le commissaire européen pour les droits de l'homme, venant dans mon pays, avait constaté cependant la persistance de problèmes, notamment liés à la communauté rome, originaire des 3 pays que j'ai cités, la Roumanie, la Bulgarie et la Bosnie. Il avait cependant noté que depuis la mise en place de la dernière politique et d'une plus grande coopération avec les associations, le nombre de rapatriements de ces personnes avait chuté de 84% au profit d'une assistance plus consistante sur le pays. Cette chute fait quand même que nous avons toujours à reconduire à la frontière de ces pays plus de 10 000 personnes par an. Ces quelques exemples montrent sans doute la voie à suivre si l'on veut sortir des simples discours. 3 conditions principales, vous l'avez compris, sont indispensables à conjuguer. La première, c'est d'abord d'affirmer une volonté politique qui considère la traite des êtres humains comme une priorité nationale. Ce n'est pas un effet de mode, c'est un phénomène au long cours qui doit être pris en charge par l'ensemble de la communauté. Deuxièmement, être capable de mettre en place une stratégie globale conjuguant identification des victimes et renforcement de la lutte contre les réseaux. Troisièmement, bien sûr, mettre en place une véritable coopération nationale et internationale que je qualifierais d'effective et d'intense. Signer un accord est important, le faire vivre l'est davantage. De telles approches bilatérales
relatifs à l'aide au retour sont ainsi actuellement opérationnels avec 18 pays d'Europe de l'Est et d'Afrique. Pour conclure, et toujours avec l'optimisme qui doit nous caractériser dans ces combats, je n'ai aucun doute sur le fait que les travaux que nous conduisons lors de la 21e session vont pouvoir contribuer utilement au débat international, d'abord parce qu'il y a peu d'endroits où nous pouvons échanger, venant d'horizons aussi divers, pour enfin apporter une aide substantielle aux victimes de la traite des êtres humains. Sans anticiper sur les travaux des heures qui viendront et des jours qui suivront, je suggérerai 5 points clés sur lesquels il faut approfondir nos échanges. D'abord, la manière de mieux respecter les conventions internationales sur l'immigration, mais sous l'angle de la dignité du droit des personnes, qui doit être la priorité. Deuxièmement, s'attacher à l'application effective des mesures d'assistance aux victimes. 24 personnes sauvées en 10 ans, c'est mieux que personne, c'est largement insuffisant. Promouvoir enfin, troisièmement, une aide aux victimes pour les victimes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas coopérer, car c'est le cas le plus important, et si nous ne travaillons pas sur ces dossiers-là, nous n'avancerons pas. Enfin, une meilleure politique de formation des acteurs. Il n'y aura pas de politique globale efficace sans spécialisation des acteurs publics et privés qui luttent sur le champ de l'exploitation des personnes. Et enfin, bien sûr, pour moi peut-être la plus importante des mesures à développer, c'est développer une véritable sensibilisation de l'opinion publique. J'ai la conviction que les échanges entre organisations spécialisées, publiques ou privées, dans chacun des pays concernés, sont des outils d'une importance fondamentale si l'on veut améliorer la situation de nos enfants et des adultes en garantissant leur indépendance et leur autonomie qui sont bien menacées aujourd'hui. En 2011 déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, résumait parfaitement notre sujet. Il disait « Quand leurs droits sont violés, en parlant des migrants, quand ils sont marginalisés, exclus, ces migrants ne peuvent rien apporter, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, à la société qu'ils ont quittée et à celle qu'ils vont rejoindre. Par contraste, quand les migrations sont accompagnées par une politique efficace et par la protection des droits de l'homme, elles peuvent devenir un facteur de progrès, autant pour les personnes que pour les pays, qu'ils soient d'origine ou de destination. Et enfin, je voudrais pour finir citer M. Nils Muizhniek, qui est le commissaire européen pour les droits de l'homme, qui, visitant notre pays, a eu une expression que j'ai retenue, qu'on peut transposer, me semble-t-il, à nos travaux, en disant « N'oubliez jamais que les droits de l'homme ne sont pas un problème, mais plutôt la solution ». Je vous remercie.